aujourd'hui, on va parler chaufferie en copropriété, maîtriser les coûts avec la régulation connectée. Bonjour Giovanni. Vous êtes président de Fulgoni. Vous aborderez les différentes innovations en matière de régulation connectée. On va voir ça. Et également Olivier Delpierre. Bonjour Olivier. Vous êtes responsable de la programmation des automatisations, des automatismes, pardon, chez BT Régulation. Et vous présenterez d'ailleurs, vous avez l'ordinateur d'ailleurs qui est lui-même connecté aussi. Vous présenterez comment fonctionnent ces solutions. Également avec nous Alexis Bougeois. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes ingénieur d'affaires résidentiel chez GRDF et vous discuterez et vous nous présenterez les stratégies pour intégrer les énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage collectif. Et puis enfin, Denis Lucente. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes fondateur au Rennes, vous êtes un bureau d'études et vous partagerez vos conseils, vos savoir-faire sur la gestion des coûts énergétiques dans les copropriétés. Voilà, on a un programme dense ensemble. Est-ce que, chers conférenciers, chers publics qui êtes avec nous ou à distance, revenons sur ce chiffre. Vous savez ce que c'est ce chiffre clé? Est-ce qu'il y en a un qui a une idée? Il y en a un qui... Parce que c'était noté dans votre compte-rendu, hein. Vous avez... Non, vous ne l'avez pas retenu. Moi, ce que j'ai retenu, c'était 70% des copropriétés équipées d'un chauffage collectif qui utilisent encore une chaudière au gaz. Si je me trompe pas. Et cette prédominance s'explique par la facilité du raccordement au gaz de ville, hein, ce qui était le cas, ce qui est toujours le cas, et les coûts d'investissement relativement abordables. Alors, Alexis, pour commencer, puisqu'on parle gaz, vous, c'est votre sujet, GRDF, hein, vous connaissez ce sujet-là. Quelle est la place et l'avenir du gaz en copropriété? Merci beaucoup. Alors oui, c'est intéressant de se poser cette question dès le départ. On va parler d'optimisation, de comment est-ce qu'on fait en sorte que ces chaudières gaz performent, alors qu'en parallèle, il y a des grands discours qui laissent penser que le gaz, c'est fini, on n'a plus ou on n'en veut plus en France. C'est pas le cas, et je vais essayer d'expliquer pourquoi ce qu'il en est, déjà en faisant un petit constat sur actuellement ce qu'il en est. Alors actuellement, il y a plus de 36% des besoins de chauffage en France qui sont couverts par le gaz. Ça correspond à plus d'un bâtiment collectif sur 2. Une maison sur 3. Je ne vais même pas rentrer dans le détail du tertiaire, de l'industrie et de la mobilité. Là, on est vraiment sur le sujet du résidentiel. Et donc, c'est plus de 11 millions de clients dans 9500 communes. Plus de 200 km de réseau. On parlait de la facilité de raccordement au gaz de ville. Évidemment, il est développé maintenant depuis des années et des années. Donc ça, c'est le constat à l'heure actuelle. Ça va être compliqué de couper, on peut pas couper le gaz demain. Ouais, voilà. Avec 11 millions de personnes. On a un grand discours, il y a une urgence climatique et une recherche de la France de faire des énormes efforts sur limiter les combustibles fossiles. Pour autant, au vu des chiffres qu'on voit de nous, en face de nous, vous vous doutez bien que ça va pas se faire du jour au lendemain. Et qu'il va falloir que cette transition se fasse dans la durée et progressivement. Et pendant ce temps-là, il faut chercher à avoir le meilleur système de chauffage qui est le plus économique. La partie financière, évidemment, rentre en jeu. Mais qui dit le plus économique financièrement, c'est aussi souvent le moins polluant, parce qu'on consomme moins de gaz. Et donc, tout le sujet de l'optimisation de la chaufferie grâce à la régulation est très pertinent et GRDF s'implique dans cette démarche parce que ça fait partie de notre mission d'accompagner cette décarbonation et de limiter les consommations en gaz. Alors, je dis limiter, au vu de l'urgence, le fait d'optimiser les chaufferies, ça va pas être suffisant, et donc il y a bien un avenir au gaz également. Sur la slide suivante, on va parler de l'approvisionnement tel qu'il est envisagé jusqu'en 2050 pour les différentes filières. Donc le bâtiment qui est en bleu et la partie donc gaz naturel et gaz vert. Et les autres industries qui sont elles en bleu clair. Donc en 2020, il y avait plus de 243 TWh PCS qui étaient consommés en gaz et quasiment l'intégralité en gaz fossile. Il y avait 1% qui correspondait à du gaz vert. En 2030, on pense qu'on sera à 20% de gaz renouvelable. Et on aura, en parallèle, baissé les consommations dans le milieu résidentiel et dans le bâtiment grâce aux optimisations, grâce à l'arrivée d'énergies renouvelables en complément et de l'hybridation. Mais il y aura toujours une part importante de consommation de gaz. Et d'ici 2050, il n'y a pas de stratégie qui imagine qu'en 2050, il n'y aura plus de gaz. Il y aura toujours du gaz. On espère et on tend vers avoir 100% de gaz renouvelable d'ici 2050. Donc le gaz,
c'est une réalité aujourd'hui, et on l'a vu juste avant, mais c'est aussi une réalité de demain. Maintenant, il faut qu'on accompagne cette transition et cette transformation. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble des installations gaz actuelles seront compatibles au gaz vert. Il n'y a pas besoin de changer, donc il ne faut pas que ça freine des investissements ou des travaux sur les systèmes de chauffage existants. Tout ça va être compatible au gaz vert. Si on rentre dans le détail de l'ambition de 2050 100% de gaz vert, l'ADEME dit qu'il y a un potentiel de 420 TWh PCS de gaz vert, avec différents procédés. La méthanisation, l'hydrogène, la méthanation. On va se concentrer sur un qui est le plus important et qui est le plus mature, qui est la méthanisation, qui correspond à un potentiel d'ici 2050 de 130 TWh. Si on rentre dans le détail de la méthanisation, sur la slide suivante, on va se rendre compte que c'est un procédé qui est assez simple et maîtrisé depuis un certain temps. C'est on récupère les résidus de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire, on récupère les boues des stations d'épuration, on récupère les déchets des collectivités et des ménages. Ça, c'est ce qu'on appelle des entrants, et ça, c'est quasiment illimité. Malheureusement peut-être, mais on va continuer à produire des déchets, et notre mode de vie et notre fonctionnement dans nos sociétés va développer et va créer des déchets. Autant utiliser ces déchets. Plutôt que ces déchets rejettent naturellement du méthane dans l'atmosphère, qui n'est pas capté, on va les mettre dans des usines de méthanisation. Et donc, on va pouvoir épurer et récupérer ce gaz qu'on va réinjecter dans le réseau. Donc, la molécule en elle-même qui va passer dans votre chaudière, c'est la même, ça reste du CH4, qui a le même pouvoir de chauffage d'ailleurs, donc la performance sera toujours la même. CH4, le méthane. Tout à fait. Ouais. La grosse différence, c'est comment il a été produit. Et qu'on n'a pas importé un gaz fossile d'un endroit où on a fait des forages, etc. On l'a produit localement. Tout ça provoque un résidu qui s'appelle le digesta et qui va pouvoir être réutilisé pour pouvoir faire de l'épandage et pouvoir avoir des cultures qui sont un peu plus performantes également. C'est ça, Alexis, c'est que ce méthane, j'essaie de comprendre en même temps que vous dites, mais cette décomposition qu'on la laisse se produire dans la forêt, dans la nature, ça va générer du méthane. Ou si on l'organise, on s'en occupe, et ben finalement ce méthane on va pouvoir le récupérer. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc autant s'en servir finalement, bon de toute manière il va être produit. Oui, et c'est en se basant là-dessus que on peut voir sur la slide suivante si je me trompe pas. C'est en se basant là-dessus que l'ADEME, donc là les chiffres que je vous présente, c'est ceux de l'ADEME, c'est pas ceux de GRDF, va donner quand on prend le cycle complet, donc ce qu'on va appeler l'analyse ACV. On va voir que le biométhane est ACV, très bien. Donc c'est analyse du cycle de vie, c'est ça ? Exactement, par énergie à usage. Et donc, ça se mesure en grammes de CO2 équivalent par kilowattheure PCI. Et on se rend compte que le biométhane est par exemple au même niveau que la géothermie ou que du photovoltaïque, à quelque chose près. Le gaz naturel, qui est le principal gaz dans les réseaux à l'heure actuelle, lui est bien au-dessus, il est à 227, qui est assez fort, qui reste moins fort que la production d'électricité à partir de gaz naturel. Ça fait souvent débat sur le coût de l'électricité qui est lié au gaz, etc. Effectivement, et le coût de l'énergie qui est régulé par une commission européenne, la commission de régulation de l'énergie, est basé sur ce qui permet de produire de l'électricité. Et on produit encore de l'électricité à partir de gaz. Donc la valeur de référence, c'est le coût de production de l'électricité depuis le gaz. Oui, dans des centrales électriques sur lesquelles l'énergie, c'est le gaz, c'est ça. Exactement. Donc il y a des rendements, des pertes de rendement, et donc du coup, à ce moment-là, on consomme plus de gaz et on a un moins bon rendement, en sortie. C'est tout à fait ça. Donc voilà. Alors après, la transition et l'urgence climatique appellent à aller chercher la partie, on va dire, énergie renouvelable. On a vu l'éolien terrestre, on voit le nucléaire qui est mis en avant parce que en effet, c'est un mode de production qui a peu d'impact sur la partie carbone. Pour autant, tout le monde ne pourra pas du jour au lendemain mettre suffisamment de panneaux solaires sur son toit, mettre une éolienne en haut d'un immeuble en région parisienne. Ça ne s'est jamais vu. La géothermie, ça a des coûts qui sont assez élevé et pas accessible à tout le monde. Pour les copropriétés, ça va être extrêmement compliqué. Donc, il faut regarder ce sujet avec pragmatisme et sans dogme. Il y a évidemment une volonté qui nous concerne tous de réduire notre consommation d'énergie fossile, une volonté de décarboner au maximum, mais une réalité aussi bien économique, technique, en termes d'urgence, de disponibilité des différentes énergies, et donc de ce qui est réalisable en fonction de l'urgence et de ce qu'attendent les différents bâtiments.
Juste pour parler quand même du gaz vert et de la méthanisation, hein, c'est quelque chose qui est très concret. Il y a une dynamique de développement du méthane qui est très rapide, qui est de mieux en mieux répartie sur le territoire. Il y avait 514 sites par exemple en 2022, en 2024 on est à 723 et on imagine qu'en 2030 on sera à plus de 11 réacteurs nucléaires. À l'heure actuelle, c'est l'équivalent de 2,5 réacteurs nucléaires. Je rappelle juste une chose aussi, c'est le gros avantage de l'énergie gaz, c'est qu'on sait le stocker. Toutes les énergies éoliennes qu'on a évoquées précédemment, sauf la géothermie, sont dépendantes de quand il y a du vent, quand il y a du soleil, ou pour le nucléaire, quand on est en capacité de refroidir nos réacteurs, donc quand il y a suffisamment d'eau. Alors que l'appel de puissance et les besoins en énergie ne suivent pas la même chose. On a très froid l'hiver, on veut beaucoup de chaleur l'hiver. On va vouloir beaucoup de chaleur l'été maintenant pour pouvoir refroidir un certain nombre de bâtiments. Donc le gaz, qu'il soit vert ou pas vert, présente cet avantage d'être stocké et disponible au moment où on a besoin. Et on sait maîtriser la demande. Alors il y a eu une crise énergétique d'ampleur avec le conflit russe-Ukraine, mais à l'heure actuelle, l'ensemble des stocks sont approvisionnés et les autres fournisseurs ont été identifiés et compensent sans aucune difficulté. Donc en plus d'être une réalité française, hein, et on est quand même dans un contexte francilien dans le cadre de ces conférences, c'est une réalité très francilienne et en Île-de-France, on a tendance à pas le penser, mais on a un territoire rural. Oui, l'Île-de-France est un territoire rural, faut être fier de le dire, et on a beaucoup de potentiel de méthanisation. Il y a plus de 61 sites qui sont essentiellement des sites qui viennent de la méthanisation agricole, donc on récupère les déchets et des cultures agricoles, mais ça va se développer avec le ramassage obligatoire des déchets alimentaires, qui a été imposé maintenant sur l'ensemble des communes et des copropriétés, et aussi par l'utilisation des boues d'épuration et des boues de steppe. Donc voilà, c'est une réalité francilienne. À l'heure actuelle, il y a déjà l'équivalent de plus de 311 000 logements neufs qui pourraient être chauffés avec du gaz vert. Donc en rapide synthèse, est-ce que le gaz est une énergie d'avenir ? Oui, il n'y a pas de doute, c'est déjà une énergie de réalité à l'heure actuelle. Ça reste un prix très compétitif dans la durée, qui est inférieur à celui de l'électricité si on le rapporte au kilowatt. Alors là, c'est écrit très petit, là, juste pour donner les deux chiffres. Pardon. Alors sur l'électricité, alors là, c'est des chiffres de fin 2024, si je me trompe pas. Sur l'électricité, on était à 25,16 centimes par kilowattheure, et pour le gaz, on était à 10,93. Et il y a surtout des offres de fourniture qui sont revenues à un niveau très proche de celui d'avant la crise et donc la fin de l'année 2021. Et je le précise, hein, et là j'invite l'ensemble des syndicats de copropriété ou des copropriétaires à aller voir le site du médiateur de l'énergie, donc qui est complètement neutre, hein, qui est un site gouvernemental, Énergie Info, pour faire des comparaisons des différentes offres. Il existe à l'heure actuelle des offres gaz vert, donc avec des garanties d'origine contrôlée, qui sont quasiment au même prix que du gaz fossile. Donc vous pouvez déjà tous, hein, autour du micro, contribuer au développement du biométhane et du gaz vert en France. Et donc à cette volonté de décarbonation, tout en restant au gaz, c'est faisable. Alors comme je le disais, hein, on est sur des solutions qui sont très performantes, maîtrisées technologiquement depuis maintenant très longtemps et qui s'améliorent, que ce soit la chaudière à très haute performance énergétique qui va condenser, on va utiliser les produits de la condensation pour être plus performant. Il y a les sujets de l'hybridation, des packs hybrides. On parle de régulation, c'est d'autant plus important dans le cadre de la régulation par exemple. Et toutes ces solutions-là sont compatibles gaz vert, et je vais même aller plus loin, sont compatibles dans un futur proche ou lointain si on devait ajouter de l'hydrogène à notre réseau. Ça fait partie des sujets qu'on entend pour décarboner la France et le potentiel de l'hydrogène. Si demain on ajoute de l'hydrogène dans le réseau de gaz, l'ensemble des chaudières existantes seront compatibles et fonctionnent. Voilà. Et comme je le disais, c'est une énergie de plus en plus verte. On a l'équivalent de 2,5 réacteurs nucléaires à l'heure actuelle. Et il y a en plus d'autres sources de gaz vert qu'on a vu au tout début qui sont identifiées par l'ADEME. Voilà, merci à vous Alexis là, pour cette présentation. Là, c'est important finalement de refixer les choses parce qu'on a l'impression, quand on écoute certains sujets, on se dit tiens, il y a plus de gaz. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y aura du gaz et pour longtemps, mais ça sera du gaz vert et qui sera produit à partir de méthanisation. Et on a vu sur ces courbes-là la décroissance qu'il y aura quand même sur la consommation de gaz. Hein, et donc ça va avoir lieu à travers la régulation et on va en discuter aujourd'hui. Je voulais continuer avec vous, Denis. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait aussi estimer les coûts liés à une chaudière gaz. Parce que là Alexis nous a présenté des coûts qui sont des coûts d'énergie au kilowattheure, mais finalement une chaudière, il faut l'installer,
il faut la maintenir, il faut la réguler, et bon, il faut à des moments, il faut de l'énergie aussi pour qu'elle fonctionne. Donc, comment est-ce qu'on estime ces coûts-là? Tout à fait. Alors on va voir en particulier un ou deux exemples au cours des quelques transparents qui vont défiler. Le tout premier point, celui qui est indiqué sur le transparent qui vient, il rentrait directement dans le vif du sujet. Donc c'était à qui sert donc cette régulation connectée. Alors bien sûr, on parle de chaufferie ou de sous-stations avec régulation connectée, hein. Eh bien, la première réponse, en fait, dans un premier temps, parce qu'on peut jauger qu'ils n'y consacreront pas forcément tout leur temps dans l'année ou dans l'hiver, c'est le client, le maître de l'ouvrage. Et après, on aura les exemples de coûts, hein. Donc, on rappelle ici les principes. En fait, ils avaient été déjà abordé le 14 mars de mémoire dans la conférence précédente, la table ronde précédente. Donc le client va pouvoir, grâce à une régulation connectée, suivre ses consommations et les éventuels défauts. Il va même pouvoir, en matière de suivi de consommation, pas seulement voir celle qui est à l'instant T, mais également un cumul, hein. Donc il va pouvoir faire des démonstrations éventuellement dans son assemblée générale. Il y a bien entendu le deuxième groupe d'utilisateurs de ces régulations connectées, puisqu'elles sont connectées, ça veut dire qu'on peut les consulter à distance par le biais d'une plateforme. Ça va être évidemment le chauffagiste, hein, qui va avoir des voyants simples, des alertes et des prévisions d'intervention en chaufferie. Il va pouvoir également gérer ce qu'on appelle un contrat P1, c'est-à-dire un contrat de vente de combustible, hein, puisqu'il est censé améliorer l'installation dans le cadre d'un tel contrat, si toutefois le contrat est associé convenablement. Et alors, un usage qui était peut-être moins prévu au tout début, mais qui s'avère être extrêmement utile, c'est même la source des économies dont parlait le monsieur de GRDF tout à l'heure. C'est par le bureau d'études, notamment en phase mise au point, parce que le bureau d'études, au moment où il a livré sa chaufferie comme un assemblage d'équipements qui ne sont pas spécifiquement faits pour ce bâtiment-là. Nous rappelons, hein, comme dans l'ancienne table ronde, que une chaufferie est un prototype, hein, systématiquement. Il n'y a pas d'industrie de la chaufferie à proprement parler. Eh bien, il va pouvoir lire. Donc pour ceux qui sont un peu fans ou qui se souviennent de leur cours de prépa et d'école d'ingénieur, le rapport entre la consigne et la réponse, la modification éventuellement d'un certain nombre d'outils de mesure, de sondes de mesure qui ont été posées en chaufferie ou à l'extérieur du bâtiment, on va en voir une sympathique tout à l'heure en exemple, la vérification des asservissements, hein, puisqu'en fait il s'agit ici d'asservissements, de façon à diriger la chaufferie, encore une fois, qui est livrée de façon standard, sans ou presque aucun réglage, à ce bâtiment-là, précisément. Alors, ça va permettre de faire des économies importantes. Bon, manque de chance, j'ai dû mettre les transparents dans le mauvais ordre, mais celle-ci est pas mal. On voulait revenir sur une notion très importante en chaufferie, puisque c'est un équipement dans lequel la copropriété va investir énormément d'argent, c'est le coût global de possession, ou ici sur une période de 10 ans. Alors voilà, sur le véhicule électrique, hein, on avait une conférence qu'on a fait il y a pas longtemps sur les véhicules électriques, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire j'investis et j'utilise, je maintiens, et finalement ce qui importe, c'est savoir le coût global sur le cycle de vie, hein. Donc là, vous comptez sur 10 ans, hein, c'est ça? Oui, là, on l'a tranché en deux pour que les gens puissent à volonté multiplier en fonction de leur situation à eux. Donc, il est bien clair qu'une chaufferie pour un bâtiment, nous, on l'a pris pour 100 logements. C'est un cas réel, hein, je précise. Alors, on l'a pris pour des grands logements. Si on décrit là les deux camemberts, à gauche, c'est quoi alors 1800, alors, 1 800 000. À gauche, on a le coût de possession sur 10 ans d'une chaufferie pour un bâtiment de 100 lots. Celle-ci était à
chauffage plus eau chaude sanitaire, hein, D'accord. ECS signifie Et à eau droite chaude sanitaire. Et à droite, on a la même chaufferie, ou tout au moins l'idée de la même chaufferie, dans le bâtiment, avec un investissement supérieur. Hein, la partie rouge du camembert est plus grande en fait que dans le camembert de gauche. Donc pour un coût de possession bien inférieur grâce à la réduction de consommation. Donc ça rejoint tout à fait. Donc finalement, ce qu'on voit là, c'est on a augmenté parce que là, les couleurs sont un peu petites. C'est pour ça que je coupe. Mais vous le connaissez par cœur. Oui, Denis. exact. Mais le rouge a augmenté. Donc transposition. ça c'est l'investissement sur la régulation, hein, c'est ça, sur la chaufferie en elle-même. C'est ça. Et, c'est l'investissement en équipement tout compris. Hein. Et donc le bleu diminue parce que finalement on consomme moins. Le bleu c'est les consommations, hein, c'est ça. Tout à fait. C'est ça qu'il faut dire. Donc du coup, j'investis un peu plus, je consomme moins, et donc le delta, c'est que je gagne 300 000 euros sur la période. Sur 10 ans, exactement. Et donc en multipliant par 2, on obtient à peu près la durée de vie d'une chaufferie d'aujourd'hui. Enfin bon, il n'est pas bien clair si c'est 20 ans ou 25 ans, on verra en fonction des matériels. Mais c'est 310 000 euros dans ce cas-là, multiplié par 2, c'est-à-dire 620 000 du coup. Et si elle allait jusqu'à 30 ans, ce serait multiplié par 3, c'est-à-dire 930 000. Voilà, là, on a les chiffres. Alors vous avez des diapos, mais on va y revenir après. C'est pour la deuxième partie, hein, les autres diapos, c'est ça. Alors continuons avec nous là pour vous donner un tour d'horizon, cher public, avec vous, Giovanni. Sur la partie, voilà, que je me perde pas. Et donc là, on a commencé à détailler les éléments sur la chaufferie connectée. Est-ce qu'on peut donner à notre public les avantages d'une chaudière connectée, notamment sur des équipements récents. Là, Denis a commencé à donner des avantages par typologie, hein, d'utilisateurs, hein, le bureau d'études, le chauffagiste, le copropriétaire. Mais là, si on se concentre, parce qu'on a plein de copropriétaires qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont dans la salle aussi avec nous, c'est quoi les avantages d'une chaufferie connectée? Déjà, je pense qu'il faut rappeler la base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le matériel existant sur le marché est extrêmement performant, mais pour ça, il nécessite une infrastructure très particulière. C'est-à-dire que, par exemple, les chaudières ont une très faible capacité en eau, donc on a besoin de mettre des postes de traitement d'eau. On a besoin également d'équiper la chaufferie d'une certaine manière pour optimiser la performance de la chaudière. À partir de là... Vous voulez dire, aujourd'hui, c'est comme une voiture de course, une chaudière. C'est-à-dire, c'est devenu un système complexe. Et donc, derrière, il faut avoir des systèmes aussi qui savent les gérer et qui savent gérer cette complexité. Et donc, ça remet en question la manière de gérer, de suivre l'installation. Pourquoi ? Parce que avant, on avait un matériel extrêmement performant dans le temps, mais pas en consommation d'énergie, parce que l'énergie n'était pas un souci premier. Aujourd'hui, il l'est. Parce que je ne vais pas rappeler aux copropriétaires qu'une chaufferie, entre l'énergie et la maintenance et les réparations, c'est un des plus gros budgets de la copropriété. Donc, il faut rendre ce budget performant. Pour ça, la connectivité permet une surveillance de la chaufferie 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si le technicien va pas être derrière son ordinateur à observer tous les jours, mais il va avoir des alertes, et sur ces alertes, il va pouvoir réagir. Soit réagir à distance, et ça c'est aussi un point essentiel, surtout dans Paris intramuros, compte tenu de la circulation, compte tenu du stationnement, compte tenu du coût également de circulation. Donc aujourd'hui, on va être beaucoup plus réactif par rapport à une chaufferie connectée. Sur une chaufferie connectée. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est là où on va la rendre plus performante d'année en année. Pourquoi ? Et c'est intéressant le slide qu'a proposé le bureau d'études Oren. Pourquoi ? Parce que il y a 3 acteurs qu'il faut pas négliger. Il y a le maître d'ouvrage, bien sûr, parce que c'est lui qui est concerné au premier plan, la copropriété en elle-même. Il y a le chauffagiste parce que lui maintient l'installation, mais on a tendance à occulter le bureau d'études dans le suivi. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Encore faut-il que les bureaux d'études s'approprient
ce système, ce qui n'est pas encore le cas à 100%. Donc pourquoi ces trois acteurs sont importants? Parce que c'est eux qui vont permettre d'anticiper des améliorations au fur et à mesure des années. C'est pour ça que même tout à l'heure on présentera la régulation connectée. On a ce qu'on appelle une anticipation météo. Ça permet aussi, comme les temps sont très variables dans la journée, bien là ça permettrait d'optimiser là aussi les coûts de consommation. Donc c'est des choses importantes. Si je veux dire qu'il y a un gros avantage pour la copropriété et qu'elle s'approprie ce procédé, c'est aussi dans le DPE. Pourquoi? Parce que là aussi, comme on va améliorer la performance du coût énergétique, la note énergétique, la performance énergétique du bâtiment va s'en ressentir. On va gagner combien en étiquette énergie Tout dépend où on se positionne, Ouais. parce qu'après, il n'y a pas que la chaufferie, il y a l'isolation, il y a les fenêtres. Mais on peut passer d'une classe à une autre. J'ai entendu, oui, on sort de G, on passe en F, c'est ça, c'est une classe énergétique Le avec. Oui, le but serait que tout le monde atteigne la consommation de la tranche D. Oui. Non, mais si on fait juste Alors, le on parle transfert pas de chaufferie- l'étiquette elle-même, parce que ça va dépendre du mode de production de chaleur. Mais le but serait que la facture soit de consommation de combustible soit celle du haut de la tranche D. Ouais. Donc que ce soit pour les bâtiments d'étiquette E, étiquette F ou étiquette G. Oui, parce que si je retiens bien, c'est G aujourd'hui, les passoires thermiques, les problèmes pour la mise en location au 1er janvier 2025. On peut plus louer les logements. Si je passe sous votre contrôle, vous êtes des spécialistes. Et F, c'est 1er janvier 2028. Exactement, 2028. Donc, moi, ce que j'avais retenu comme ça, mais c'était grosso modo, on gagne une étiquette énergie en mettant en place une régulation et une chaufferie un peu optimisée. Est-ce que c'est ça? Et donc, du coup, on sort de cette passoire thermique. Et beaucoup plus en termes de consommation éventuellement. Oui. Donc les seuils de 230 et supérieur à 400 kWh par mètre carré et par an. Donc chacun peut le calculer à condition d'être un petit peu intéressé sur son propre logement et d'avoir les informations de base. Eh bien, tout ceci doit remonter, mais on le verra tout à l'heure dans les exemples, aux alentours, ou doit descendre, être réduit aux alentours de 180 kWh par mètre carré et par an, ce qui est la limite de l'étiquette D. Ouais. Giovanni, alors au-delà du DPE, alors d'autres bénéfices pour l'utilisateur? Le bénéfice, c'est que on se dit toujours, oui, mais remplacer ou rénover une chaufferie, ça a un coût. C'est vrai, ça a un coût important. Mais l'entretenir permettra aussi, d'avoir une longévité plus longue. C'est comme tous nos matériels électroménagers, si on les entretient bien, ils ont une durée de vie plus longue. Donc la chaufferie, c'est le même cas. Et c'est pour ça que, on l'avait dit d'ailleurs à la dernière table ronde, il ne faut pas négliger le coût de maintenance. Parce que le coût de maintenance est lié déjà à la qualité du prestataire, et il est aussi lié à ce qu'on a quand même un matériel sophistiqué aujourd'hui. Et donc, il faut aussi une certaine connaissance. Vous avez parlé de la formation, etc. Donc, tous ces paramètres sont importants. Vaut mieux investir dans un contrat peut-être un peu plus cher qu'à l'accoutumée pour avoir moins de réparations, moins de remplacement de pièces par la suite. Donc, je crois que c'est une nouvelle façon de réfléchir sur l'optimisation du coût énergétique d'une chaufferie, d'un immeuble. Alors, pour continuer, merci Giovanni. Il y avait des diapos. Est-ce que vous voulez qu'on passe ces diapos-là? Ça, on le présentera, je pense, à la fin. C'est tout à l'heure. C'est pour vous, Olivier. On le présentera à la fin. Donc, Alexis, pour continuer, donc on voit effectivement tout l'intérêt, la nécessité, les bénéfices qu'il y a à rénover sa chaufferie et à passer un système de régulation. Et donc, la question qu'on peut se poser, Alexis, c'est aujourd'hui, donc quand on initie ce projet, on peut aller voir GRDF et vous accompagner les copropriétaires pour mettre en place des nouvelles chaudières. Oui, tout à fait. Alors, rapidement, je vais rebondir sur ce qui a été dit juste avant, que ce soit par Oren ou par Fulgoni. L'importance d'accepter qu'il y a un coût d'investissement et qu'il est rentabilisé et bénéfique sur la durée de vie de la chaufferie est extrêmement important.
Une fois qu'on a dit ça, il reste qu'il y a une pression économique et qu'on n'a pas forcément les sous pour faire ces travaux-là. Sur la maintenance qu'évoquait Giovanni pour Fulgoni, la TVA est restée une TVA réduite sur la maintenance et on est sur une TVA à 5,5. C'est pour ça que le gouvernement fait ce choix-là. Elle a été remontée sur l'achat des chaudières à proprement parler, parce que c'est une énergie fossile, mais toute la partie maintenance qui va permettre de décarboner, de polluer moins et donc de faire aussi des économies reste une TVA réduite. Donc c'est pas complètement un hasard, hein, parmi ces contre-messages qui sont des fois un peu contradictoires, il y a quand même une volonté d'aller optimiser ces systèmes de chauffage et de les rendre plus performants. Et donc aussi moins chers. Et là-dessus, GRDF, on a une mission de service public. Donc on fait ce qu'on est en capacité de faire en fonction d'un tarif réglementé qui est fixé. Pour autant, on a la volonté d'aider au maximum ces chantiers-là. Dans l'accompagnement du syndic de copropriété, que ce soit de l'étude jusqu'à l'assemblée générale, pour venir partager des choses, avoir un regard un peu plus neutre que peuvent l'avoir des professionnels comme un bureau d'études ou comme un exploitant. Étant nous une mission de service public, on a une certaine neutralité qui peut être un peu plus entendue dans le cadre des AG qui sont toujours compliqués. Je suis moi-même copropriétaire. Ça finit souvent très très tard le soir. On peut vous mettre à disposition des références qui sont l'occasion de commencer à échanger le sujet. C'est des sujets sensibles, compliqués à aborder. Tout le monde a une idée ou un imaginaire des fois débordant pour faire des choses très écologiques mais pas réalisables. Donc nous, on est là pour mettre à dispo des références de ce qui se fait concrètement. On a une certaine expertise technique, évidemment, et il y a une gratuité de notre accompagnement. Il y a en plus quelques aides, j'en partagerai par la suite, mais ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que tout ça travaille dans un écosystème qui est complexe. Pour les copropriétaires, pour les syndics de copropriété, où est-ce qu'on va chercher les aides? Pour ceux qui ont assisté à la conférence de ce matin ou qui la regarderont en replay, on parle des fois de rénovation globale. Oui, mais il y a une obligation de raccordement au réseau de chaleur urbain, je suis concerné, je ne suis pas concerné. Est-ce que sans faire de travaux, je peux quand même améliorer mes performances? Et là, on parle de l'optimisation via la régulation. Tous ces sujets-là sont complexes. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Et on est plusieurs à le faire. Sur une neutralité, en tout cas sur un rôle de service public, il y a les agences locales de l'énergie, ce qu'on appelle les ALEC ou le France Rénov, Coach CoPro, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. N'hésitez pas à les appeler. Il y a donc GRDF en tant que distributeur qui a une mission de service public du gaz. Et après, il y a les professionnels, les exploitants avec lesquels vous êtes sûrement déjà en contrat, hein, et c'est important de les écouter, et les bureaux d'études qui peuvent venir challenger tout ça, qui vont apporter un regard un peu différent, vont pouvoir faire des études pour aider le couple copropriété et exploitant à tirer le meilleur rendement d'une chaufferie. Donc voilà. Pour la copropriété, ça se traduit chez GRDF sur différents sujets. Alors là, je les ai tous listés. On est là aujourd'hui réunis plutôt pour parler de la partie maîtrise de la demande d'énergie et la performance, pas forcément de la partie de travaux. Mais GRDF est présent pour le syndic, pour l'étude de rénovation, pour les travaux en chauffage collectif. Sur la partie chaudière individuelle, c'est pas la thématique. Je vous invite à regarder des replays sur le site d'Améliorons la Ville, parce qu'on a déjà abordé ce sujet-là. Sur la maîtrise de la demande d'énergie, sur la partie gaz vert, comme je l'évoquais au tout début. Donc GRDF se positionne comme étant là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter et nous, on fera en sorte de vous mettre soit en relation avec les professionnels, soit tout simplement de venir vous aider dans le partage et la prise en compte de ces sujets-là à travers les syndics qui sont jamais très évidents d'aborder ces sujets. Ils sont complexes et il y a plein d'autres sujets qui concernent le syndic. Donc en tant que copropriétaire, n'hésitez pas aussi à appeler GRDF. C'est rapidement quand même, hein, il y a des aides financières en plus. On parlait du fait que le financier, c'est souvent un frein. On n'a pas la prétention de distribuer des sous sans regarder, mais il y a quand même des aides substantielles qui sont là pour déclencher la réflexion, pour aider au maximum cette prise d'initiative qui est posons-nous la question de comment est-ce que je décarbone mon système de chauffage. Et donc, pour les copropriétés équipées de chaudières collectives, on a un accompagnement qui va aller de 1 000 à 5 000 euros pour l'étude portant sur la rénovation et optimisation de la chaufferie. Alors, c'est dans la limite de 50% du coût de l'étude. Et après, on va pouvoir aller accompagner sur d'autres thématiques. Donc, en tout cas, n'hésitez pas et rapprochez-vous de GRDF si vous avez un sujet et des réflexions en cours sur la thématique.
Oui, ça c'est important finalement de rappeler ces éléments déclencheurs qui font qu'on finance les études, qui permettent aux personnes d'engager une réflexion. Il y avait une question, vous l'avez soulevée, juste pour rappeler Alexis. Alors peut-être Giovanni ou Alexis, vous pouvez y répondre, mais sur l'obligation de raccordement en réseau de chaleur. On avait dit qu'on en toucherait un mot. Est-ce que Giovanni, Alexis, vous voulez tiens, Giovanni, allez. Est-ce qu'il y a une obligation donc de se raccorder au réseau de chaleur aujourd'hui? Oui, c'est une volonté de la mairie de Paris, mais il y a des conditions. La première condition, c'est que le réseau, le raccordement potentiel soit à moins de 60 mètres. On sait que la couverture du réseau de chaleur, elle se fait pas sur tout Paris. Il y a des zones très spécifiques, même si le réseau s'étend. Bon, il y a une difficulté en ce moment parce que il y a la fin de la concession avec Engie. Donc, pour l'instant, on est un peu dans l'expectative. Et cette expectative risque de durer jusqu'en 2027. Donc ça pose un autre problème. Donc ça permet aussi l'ouverture du mix énergétique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions qui vont se présenter, notamment le gaz entre autres. Donc c'est pour ça qu'il y a une réflexion profonde, bureau d'études, vendeurs d'énergie, exploitants, copropriétés. Et il y a des dérogations aussi, Alexis, pour le raccordement au réseau de chaleur. Ouais, il y a des dérogations. Alors, la difficulté d'aborder le sujet, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre en opposition les différentes énergies. C'est pas du tout le cas et on est extrêmement favorable au réseau de chaleur. Il se développe tant mieux. Il se trouve que c'est également des consommateurs de gaz parce qu'ils ont du gaz en appoint, même quand ils sont classés, et que ça met du temps. Ces infrastructures sont extrêmement longues à construire, elles sont coûteuses et ça va mettre peut-être un peu plus de temps que ce que l'ensemble des gens ont perçu, parce qu'on a fait une grosse promotion, les pouvoirs publics en ont fait une grosse promotion à juste titre, c'était une volonté de lancer un changement. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de petites copropriétés, notamment, qui ne représentent pas des appels de puissance suffisants pour que le réseau de chaleur urbain se développe rapidement. Il y a le contexte bien particulier de Paris où en effet la concession est remise en cause, donc il va se passer un peu de temps avant qu'il y ait des engagements sur le fait de développer encore le réseau. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Optimisez vos chaufferies collectives, qu'elles soient au gaz, qu'elles soient au fioul en les transformant, mais optimisez-les. Ça passe parfois par de la régulation, ça passe parfois par des petits travaux à coût limité, mais qui seront vite rentabilisés. Mais n'attendez pas systématiquement d'avoir un réseau de chaleur urbain classé qui sera accessible. Faites-en la demande, rapprochez-vous, pareil, il y a un site du gouvernement qui est France Chaleur Urbaine qui permet de savoir où sont les réseaux de chaleur, est-ce que vous y avez accès, est-ce qu'ils sont loin. Mais vous freinez pas quand on vous aura dit c'est pas possible ou c'est possible que dans 5, 6, 7 ans ou on ne sait pas, on verra bien. Dans ce cas-là, rapprochez-vous de votre exploitant de chauffage, rapprochez-vous de GRDF et cherchons des solutions ensemble. Mais il faut pas que cette ambition de réseau de chaleur urbain qui est saine freine la démarche. Il y a une urgence à décarboner. Ça, c'est pour la planète. Et il y a une urgence à réduire. Et ça, c'est pour le coût et les copropriétés qui sont en difficulté économique. Oui, on voyait Denis sur son schéma, finalement, les bénéfices qu'on pouvait avoir à changer et à optimiser sa chaufferie. Justement, Denis, si on regarde maintenant le planning, quand je veux rénover ma chaufferie, si on nous fait, on avait préparé quelque chose, un planning de rénovation de chaufferie. Est-ce qu'on peut expliquer? Oui, il y a une démarche. Alors, le planning, c'est un petit peu plus loin. Là, ça rentrait un petit peu plus dans le détail. Donc, voilà. On rappelle le planning qui avait été donné le 14 mars. En fait, alors on dit planning, en réalité, il n'y a pas les délais pour chaque étape. Ce qui est très important, c'est qu'à la fois le conseil syndical, tout seul dans un premier temps, ou éventuellement avec le syndic, accélère bien les choses et s'engage fortement. Parce que derrière, il y a toute une suite d'opérations qui sont représentées ici de façon textuelle, qui sont plus ou moins complexes en fonction de la situation. Ça commence toujours par les plans et ensuite un regard très ingénieuré, si je puis dire, du bureau d'études. Donc ce sont des calculs. Ensuite un audit assez complet. Enfin, moi je les apprécie très complets. Alors actuellement, on a même une problématique un peu conjoncturelle, c'est l'éventuelle analyse des canalisations eau chaude sanitaire, que je recommande moi assez souvent aux conseils syndicaux, uniquement par le fait que les bâtiments vieillissent.
et qu'il n'est pas question, bien évidemment, de conserver un élément dans le bâtiment qui dégrade complètement le rendement de la production. Hein. Ça, c'est catastrophique. On verra peut-être tout à l'heure pourquoi sur les transparents de détail, puisqu'il y a 2-3 courbes. Il y en a une au sujet de l'eau chaude sanitaire. Ensuite, il y a la rédaction d'un marché de travaux. L'obtention des propositions de chauffagistes. Donc, nous rappelons, la concurrence, c'est 2 chauffagistes dans la loi du 10 juillet 1965. Donc, il faut que chaque conseil syndical ou chaque assemblée générale ait la concurrence de 2 chauffagistes. Et sur décision de l'AG de copropriété, qui va être suivi d'un délai de 60 jours généralement, sauf quand le vote ne se prête pas à contestation, donc c'est-à-dire un vote unanime, et sera suivi donc d'un ordre de service et du chantier de travaux, donc qui, nous le rappelions en mars dans la dernière table ronde, est une opération à cœur ouvert. C'est très compliqué. Alors justement, il y a de la convalescence. Juste sur cette période de transition, quand je fais les travaux, je fais la rénovation, j'installe la régulation. Comment je fais? Moi, je suis copropriétaire, j'ai mon eau chaude sanitaire. Je vais me doucher à l'eau froide pendant 15 jours. C'est ça qui va se passer, non? Alors justement, non, là en plus, bon. Ça devient à la mode d'ailleurs, hein. Oui, c'est très bon pour la santé, semble-t-il. Mais alors il y a les 2 possibilités là. En fait, si on s'adresse aux copropriétés de taille moyenne ou aux très grosses, bien évidemment, donc 100 logements, 200 logements, et évidemment a fortiori 500 logements, en général, le local chaufferie permet d'installer une production temporaire. Donc on va avoir, là j'ai indiqué, 12 à 24 heures de coupure d'eau chaude. En général c'est moins de 12 heures d'ailleurs, pour raccorder rapidement une production temporaire. Donc il n'y aura pas réellement de gêne dans le bâtiment, en tout cas pas au-delà de, disons 6 à 12 heures dans la majorité des cas. Alors, allez, une seule diapo, parce que je sais que vous en avez plein, Denis, sur les courbes de chauffe. Vous voulez montrer une diapo sur la les courbe courbes de chauffe. Oui, profitons-en. Il y avait une petite courbe. Voilà. Alors la courbe qui est très intéressante là, bon, on signalait avant réglage, après réglage, elle est pas très visible, mais il y a une chose qui est visible. Je vais vous affirmer quelque chose sur les abscisses de ces courbes. C'est exactement la même période de temps à gauche et à droite. Donc sur les photos du haut, nous avons une chaufferie avant réglage, donc là il s'agit de la température chauffage, avant réglage sur une période de 4 jours, et après réglage à droite, on voit par exemple ici que l'asservissement sur les cycles a été grandement amélioré. C'est grâce à cela qu'on fait des économies, et c'est grâce à cela que nous parvenons également à régler la température qui est indiquée en dessous. On va vous proposer un petit jeu d'une phrase simple. C'est la température primaire en rouge, donc celle qui sert à fabriquer de l'eau chaude sanitaire. On voit en dessous le résultat, c'est-à-dire la température d'eau chaude sanitaire en jaune et en rose. Je suis désolé, il y a du jaune, c'était pas volontaire. Eh bien, on voit que en réglant la température primaire, comme peuvent très bien le faire les ingénieurs tels qu'Olivier et ses collègues Olivier Delpierre de BT et Giovanni Monti, eh bien, en diminuant la température primaire ici de 7 degrés, le petit jeu, c'est 7 degrés, ça correspond à combien en appartement? À peu près 2,5 degrés par degré primaire. En appartement avec radiateur, on vient de gagner environ 3 degrés, l'équivalent de 3 degrés en appartement. Donc rien qu'avec cette courbe-là en bas, nous faisons 21% d'économie, si tout le monde accepte tout au moins le chiffre qui avait été donné par l'ADEME, qui était de 7% d'économie par degré en appartement. Ouais. Donc on peut faire des économies substantielles. Giovanni, pour continuer, sortons un peu de la technique, rentrons un peu dans l'humain, parce que pour gérer ces projets, il faut associer plein de personnes différentes que sont les syndics et pas que. Est-ce qu'on peut rappeler finalement quels sont les acteurs importants et quels sont leurs rôles et comment mettre en mouvement cette copropriété? Déjà, le premier acteur concerné, c'est le copropriétaire. Donc, il faut que les conseils syndicaux s'impliquent dans cette démarche.
Nous, on a fait une expérience avec GRDF à Neuilly. Quand le conseil syndical s'implique dans la démarche, c'est lui qui va être un petit peu le chef d'orchestre des différents acteurs. C'était donc le syndic, oui, parce qu'il doit être informé puisqu'il a le mandat de suivre sa copropriété. Il va y avoir aussi les bureaux d'études. On a tendance à n'utiliser les bureaux d'études que lorsqu'il y a des travaux, mais eux aussi, ils peuvent avoir leur rôle à jouer dans le suivi des interventions. Il y a l'exploitant, bien évidemment, parce que lui, il va permettre d'améliorer le fonctionnement de la chaufferie. Donc, tous ces acteurs doivent travailler de coopération. Et pas sur une période d'1 an, mais sur la continuité du projet. Oui, donc le mot à retenir, là, ce qu'il faudrait dire, c'est que le président du conseil syndical, il doit pas appeler le syndic pour dire bon, occupez-vous de la chaufferie. Non, il doit prendre la main sur ce projet, gérer ce projet et être acteur de ce projet. Leader. C'est pour ça qu'on a donné une une page web de visibilité sur la chaufferie. Pas d'interaction, mais de visibilité à la copropriété pour qu'il puisse observer par lui-même et même proposer parfois des solutions d'optimisation. Ah ben justement, on va le regarder alors en direct parce qu'on a branché l'ordinateur là sur vos chaufferies, chers copropriétaires. Et donc Olivier, alors on peut montrer du coup ce que ça donne une chaufferie connectée et finalement les outils qui sont à disposition et comment est-ce qu'on se sert, quelle information on a et comment on peut piloter. Oui, alors là on va vous montrer une chaufferie démo en fait pour pas manipuler sur un site existant, mais on va pouvoir, je vais vous montrer tout de suite. On va pouvoir voir ce qu'on peut visualiser dans une chaufferie. Donc, une chaufferie, une fois connectée, en fait, on vient câbler chaque élément. On a le visuel qui s'adapte en fonction du nombre de réseaux, de la marque des chaudières et du type de production d'eau chaude. Donc, on a fait ces visuels pour que le technicien comme le client puisse intuitivement essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne sa chaufferie. Donc tout se fait de cette page-là, c'est-à-dire que en cliquant sur les températures, on a tout de suite les historiques de courbes qui permettent de voir ce qui s'y passe. Bon, c'est des données un petit peu de labo, parce que c'est pas un vrai site qui tourne, donc les données sont simulées. Donc partout où on clique, en fait, on a des menus qui sont dédiés, par exemple pour le fonctionnement des pompes, l'état des équipements. C'est-à-dire que là, ce que je comprends, c'est-à-dire que le copropriétaire, je sais pas s'il a accès, le copropriétaire, à cette plateforme. Alors justement, oui. Il peut voir si sa pompe, elle fonctionne pas, et le technicien également. C'est ça que vous nous dites? C'est exactement ça. C'est-à-dire que si un copropriétaire a une température qui lui convient pas et a fait peut-être une demande pour augmenter ou baisser, il peut tout à fait voir en temps réel si la modification a été faite. Ouais, parce que chez moi, on descend à la chaufferie et on va écouter avec l'oreille pour savoir si la pompe tourne ou pas. Voilà. Donc là, c'est un peu plus. Justement, le cas concret, c'est que comme il fait bon en ce moment, le chauffage est coupé, il reste encore quelques chauffages qui sont activés. Il y a quand même des appels qui arrivent en disant, mon chauffage ne chauffe pas. Il suffit de se connecter pour s'apercevoir qu'il fait 26 dehors, que le réseau chauffage est en mode éco et que tout est coupé. Okay. Donc ça évite des déplacements inutiles, puisqu'avant il fallait se déplacer pour voir ce qui se passe. Donc, en fait, il y a plusieurs paliers. Donc, une chaufferie connectée à plusieurs niveaux, en fait, pour optimiser les consos. Donc là, on est vraiment dans l'aspect pratique chauffagiste pour voir le fonctionnement de la chaufferie. Par contre, dans un immeuble, si on souhaite faire des économies, on peut adjoindre des sondes d'ambiance, donc des sondes radio, qu'on va placer à différents endroits, que l'on peut nommer, on va dire quel bâtiment c'est, à quel étage, quel niveau. Enfin, il y a tout plein de choses de possibles. On aura un suivi des températures sur chaque sonde. Et le petit plus, c'est que donc ça, c'est les sondes qui sont placées dans les appartements sur lesquelles
Monsieur et Madame Michu, hein, comme on dit, on va pouvoir savoir, quelle température il fait. Bon, c'est anonymisé, hein, j'imagine après derrière, mais ou pas, mais au choix, mais on peut l'anonymiser et donc du coup de manière à savoir dans les appartements avec quelle température il fait. Donc le but de tout ça, c'est d'avoir une tendance de l'immeuble, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une consigne cible à respecter, donc on fait des réglages sur la courbe de chauffe, mais on n'a pas la possibilité en temps réel de savoir si la température est correcte dans les appartements. Donc grâce à ces technologies-là, on peut tirer une moyenne des sons d'ambiance et interagir avec le système de régulation. Ça veut dire que le système de régulation va augmenter ou baisser les consignes progressivement pour vraiment se caler sur la consigne cible. Ça c'est automatisé ou Oui. c'est programmé, hein, donc il n'y a pas besoin de. Il y a un petit réglage qui permet de décider si on souhaite que ça interagisse et surtout à quel niveau. On est allé encore un petit peu plus loin. On est en train justement de travailler sur les consommations. Donc là, en fait, on va pouvoir suivre en temps réel le compteur gaz, avoir les tendances de consommation. Donc là, on va pouvoir comparer les jours, les mois de kilowattheures consommés qu'on va pouvoir convertir en euros. Donc on va pouvoir voir tout de suite en temps réel qu'est-ce que je consomme, est-ce que je suis en train de dépasser. Et l'objectif... Avant même de recevoir la facture. Oui, parce que là on n'attend pas la facture du mois d'avant. On est en temps réel là, c'est ça ? On est en temps réel. Ouais. Donc on a ça pour le gaz. On a la même chose pour les compteurs d'eau. Donc on va pouvoir suivre nos consommations et pouvoir agir. En fait, on va pas attendre que la facture arrive pour commencer à se dire bah tiens, va peut-être falloir baisser les consignes. Là, on a un visuel instantané de ce qui se passe dans l'immeuble. Donc on fait la même chose avec les compteurs électriques. On peut reprendre tous les meubles. Donc là, on est en train de travailler sur un objectif chiffré de consommation. Le but est de définir un objectif. Je voudrais faire 5, 6, 7% d'économie et que ça interagisse automatiquement avec la régule, puisque on sait ce qu'on consomme, on sait ce qu'on a consommé, et donc on va interagir avec la régule. On pourra adjoindre des compteurs de calories, donc ça c'est une page qui est en développement, hein, elle est pas finie, mais le but est de pouvoir suivre chaque réseau et ce qui s'y passe, et en fait que le système puisse faire lui-même des économies. Donc là, on définit un objectif en disant voilà, je veux plafonner ma consommation à tant d'euros par mois, et donc là, le système va gérer automatiquement le pilotage en fonction. On est encore en train de développer, mais on peut faire un petit objectif en pourcentage en disant je veux baisser parce que le mois dernier j'ai trop consommé. Je veux baisser la conso, donc il va y avoir des mécanismes de baisse à des temps définis ou des petits ajustements de la courbe de chauffe. Est-ce qu'on peut également montrer, là je crois que vous avez un tableau où on voit l'ensemble des sites, hein, parce que vous avez aussi des syndics qui ont des patrimoines effectivement qui gèrent plusieurs immeubles, donc effectivement, c'est intéressant de dire voilà sur mes immeubles, voilà ce que j'ai. Oui. Donc il y a du rouge, du vert. Oui, parce qu'en fait, donc ça c'est pour la gestion de parc, donc ça c'est surtout pour l'exploitant, pouvoir suivre un petit peu tous ces immeubles et pouvoir aller analyser suivant des critères de sélection, c'est-à-dire là par exemple je suis sur les alarmes en cours, donc tout de suite identifier quel site comporte des alarmes, quel site va bien. Donc le but est de se concentrer le plus rapidement sur les sites qui ont des soucis, et on va pouvoir après suivre les températures de chauffage, les températures d'eau chaude. Donc en quelques clics, on peut avoir l'ensemble du parc pour analyser les températures. Oui, Giovanni ? Je voudrais rajouter juste un exemple concret, parce que peut-être que nos auditeurs ou les personnes qui sont présentes se disent oui, mais ça sert aux chauffagistes. Pas tout à fait. C'est-à-dire que quand le technicien voit qu'il a une alerte sur un immeuble, il va tout de suite cliquer sur la chaufferie en question et il va voir
où est l'anomalie? Et je prends un exemple très concret. On a eu sur un immeuble un problème de sonde extérieure, c'est-à-dire la sonde qui capte la température extérieure. Les gens de l'immeuble se plaignaient d'une surchauffe. Pourquoi? Parce que la sonde était abîmée. Bien, on s'en est aperçu grâce à ça. On a pu se connecter sur la sonde de l'immeuble voisin, qui nous permet d'avoir juste une information et de réagir en temps réel. Donc ça veut dire que si on n'avait pas une solution connectée, le technicien, ne prenant pas ça pour une urgence, va venir 3 jours après. Donc on a perdu 3 jours de surconsommation, alors que là, on peut réagir très rapidement. Et c'est là où, à mon sens, de notre point de vue, la solution connectée est vraiment une solution qui est liée à la réactivité. Oui. Et sur les alertes que vous avez, bon là on voit pour le chauffagiste qui a son parc, le syndic qui voit son parc, est-ce que le copropriétaire il va avoir aussi des alertes qui vont remonter s'il y a un problème? C'est au choix en fait, parce Ouais. que certains souhaitent avoir les alarmes, d'autres non. Donc les deux cas sont possibles en fait. Oui, donc il peut y avoir une alarme. Ouais, en fait, on reçoit un mail et puis on a tout de suite un petit encart pour cliquer. Ça nous dirige directement sur le site, ce qui peut être pratique quand on a beaucoup de sites pour un chauffagiste. Bon, le client, il a que son site à lui, mais on a d'autres clients qui ont des parcs de bâtiments à gérer. Donc on avait conçu ça en se disant bon, c'est pour les chauffagistes, mais en fait non. On a des clients qui ont D'ouvrage. Oui, maître d'ouvrage. Et donc, oui, dans ce cas-là, on peut envoyer des alarmes et puis identifier quel site, quel équipement, et puis se diriger tout de suite dessus. En termes on n'a pas montré là sur la partie météo. Vous pouvez anticiper à travers la météo les températures de chauffe, hein, c'est ça? Alors oui, c'est que. Alors là, c'est une question piège. Hein. Je voulais pas Oui, vous piéger, mais j'imagine que vous avez l'habitude. Là, vous êtes. Parce qu'en fait, là, sur le site démo, je l'ai activé il y a pas longtemps. Ah, bon. Il y a peut-être 2 heures. Donc, alors, là, c'est un exemple concret. Donc là, en fait, on a des données météo qui remontent. Sur le site démo, la sonde extérieure n'était pas câblée. Ouais. Donc, en fait, je viens de l'activer avec un site à côté. Donc, j'ai pris un site à côté qui avait sa sonde extérieure. J'ai pu l'injecter sur ce site démo. Il y a d'autres manières de faire, hein, puisque bon, grâce à cette page-là, en fait, on va chercher les infos météo futures. Donc, le but est donc les prévisions météo, hein, Ouais, c'est-à-dire est-ce que demain il va faire chaud, il va faire froid? Pour résumer, il y a du soleil, pas du soleil. En gros, la nuit, la température commence à chuter. On ne sait pas ce que va être le lendemain. Donc, la régulation, si elle n'avait pas ce système-là, en fait, se fierait uniquement à sa sonde extérieure. Donc, si la sonde extérieure est chute, le chauffage augmente. Là, on indique au régulateur, non, ne monte pas. Il va y avoir une température élevée dans l'après-midi. Peut-être qu'on variait entre 8 et 12 chaque jour. Et puis, demain, il va faire 23. Donc, on lui donne cette information et progressivement, il va ajuster. Donc, en gros, on lui crée une deuxième valeur de son extérieur qui est prise en compte. Giovanni, si on regarde pour résumer, parce qu'on arrive au terme de ce point de cette conférence, pour résumer, donc, si on veut donner des chiffres à nos copropriétaires, c'est quoi l'investissement, c'est quoi les gains qu'on peut espérer en mettant en place un pilotage de sa chaufferie? C'est toujours difficile à estimer, mais une chose est certaine, c'est que quand on rénove une chaufferie, l'investissement est très modeste par rapport à une chaufferie connectée. Voilà. Donc ça, c'est déjà un atout. C'est sûr que connecter une chaufferie déjà existante avec un matériel qui n'est pas toujours compatible, oui, là, ça a un surcoût. Mais sur une chaufferie rénovée, qu'on doit rénover, le coût est infime. Ça, c'est une première chose. Et les gains sont les gains sont doubles parce qu'on aura la performance du matériel déjà. Les rendements d'une chaudière aujourd'hui nous permettent d'avoir quand même une optimisation du coût énergétique. Et l'affinement grâce à la régulation va encore permettre d'optimiser. C'est pour ça que c'est pas un travail d'un seul coup, c'est-à-dire que quand on rénove, on a tout de suite la finalité de l'économie. Non, pas tout à fait. C'est dans l'exploitation, au fur et à mesure de l'exploitation, on va améliorer bien évidemment la consommation de la chaufferie. Oui, donc quand on rénove une chaufferie, pour retenir, il faut la connecter
parce que finalement le coût est marginal. Absolument. Et donc et puis les bénéfices seront très forts. Aujourd'hui, là, on est en juin. On voit la période de chauffe, on n'y pense pas. Là, il va faire chaud, il va faire beau, tout le monde va partir en vacances. Vous pouvez regarder les replays, Olivier, tranquillement au bord de la plage d'Améliorons la ville. Mais on va arriver en octobre, novembre, il va faire froid. Si on veut rénover sa chaufferie, est-ce qu'on peut s'y prendre maintenant et dans 6 mois, on a sa chaufferie rénovée? On est en Non. Ah non? Parce que ça se fait en été souvent. On commence au printemps. On va être confronté à quelque chose qui est le rythme de la copropriété aussi. Ouais. C'est des décisions qui touchent à des organes collectifs qui doivent être pris dans le cadre d'un AG. Alors la jurisprudence fait que c'est souvent fait à la majorité absolue, c'est pas forcément le cas, c'est en majorité 25 voire majorité 24 en fonction des thématiques, mais ça demande un peu de temps à être mis en œuvre. Donc faut commencer les démarches maintenant, mais c'est pas forcément d'ici l'hiver que les travaux, s'il y avait des travaux à faire, ont pu être faits. Par contre, commencer les études, solliciter des bureaux d'études pour faire une étude sur l'optimisation ou sur la rénovation de la chaufferie, commencer à écouter les préconisations de l'exploitant et se mettre dans une relation avec l'exploitant régulière. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si on estime des gains le plus rapidement possible, faut profiter de cette période qui est un peu plus creuse sur la période de chauffe pour les faire, évidemment. Oui, c'est-à-dire je veux que la période de chauffe de 2026, l'année prochaine, soit avec une chaudière optimisée, une chaufferie connectée, il faut que je m'y mette maintenant, pour résumer. Donc c'est maintenant qu'il faut venir vers vous, Denis et Giovanni pour le faire, hein, c'est ça? Par exemple. C'est ça. Voilà, merci. Merci. Merci.